Donc bonjour à tous, bienvenue, merci de m'envoyer des mails et de me poser des questions. Je voudrais refaire tout de suite une petite parenthèse, ensuite je vais prendre qu'un thème qui est lié sur les jeunes agriculteurs et l'installation des jeunes agriculteurs, jeunes ou moins jeunes. En fait, la problématique qu'on a rencontrée, la plupart d'entre nous, depuis l'installation, c'est qu'on n'a pas eu on ne nous a pas donné la matière et on n'a pas eu les formations adaptées pour nous faire prendre conscience des enjeux qui nous attendaient dans cette filière agricole, élevage ou non élevage d'ailleurs. Pour la raison qui est la suivante, c'est qu'il aurait fallu faire un business model. Si on avait fait un business model, pour la plupart des activités agricoles, la quasi-totalité d'ailleurs, pas loin, on se serait aperçu que les leviers d'interaction qu'on avait pour améliorer les performances économiques de nos outils, de nos exploitations, étaient très limités. Parce que le business model, chose qui n'a pas été faite et qui n'est pas fait encore aujourd'hui par les centres de gestion, les chambres d'agriculture ou tous les gens qui conseillent les gens à l'installation, jeunes ou moins jeunes, parce qu'on peut s'installer au-delà de 40 ans, ce business model permet de voir qu'en fait, sur beaucoup de productions, l'acteur majeur qui vient acheter votre production, vous n'avez pas de poids dessus. En fait, vous ne pouvez pas jouer du tout sur votre prix des parts fermes. Vous êtes en situation quasi intégrée. Et si vous allez chez un concurrent où il existe une ou deux plateformes de gens qui détiennent soit les abattoirs, soit les laiteries, soit la commercialisation, vous n'aurez pas d'écart parce qu'ils sont sur les mêmes longueurs d'onde sur le modèle économique capitaliste. Donc en fait, vous n'avez pas de marge de manœuvre. La seule marge de manœuvre que vous avez, c'est sur les résultats techniques. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart du temps, ces entreprises ou les chambres d'agriculture ou tout ce réseau envoient des techniciens sur le terrain pour essayer d'améliorer au mieux les performances techniques des exploitants, afin d'essayer de tenir la tête au-dessus de l'eau. Mais vous n'avez aucun levier d'action sur le prix des parts fermes, donc sur entre guillemets, sur la vente de votre produit. Donc vous pouvez jouer plus que sur l'aspect technique, que sur les charges ou que sur la variation des investissements. Donc c'était une précision que je voulais faire pour l'installation des jeunes, et à partir du moment où vous vous engagez sur des investissements plus ou moins lourds, justement je réponds en même temps aux mails que j'ai reçus sur le porc, en disant actuellement, il court n'importe quoi dans la nature, les gens font fortune avec la production porcine. Alors s'ils faisaient fortune, il y a longtemps que ça se saurait. Parmi les responsables porcs qu'on a eus au syndicat, et ça depuis longtemps, qui avaient des productions porcines industrielles, des 4-5 000 porcs naisseurs-engraisseurs, certains doivent savoir ce qu'ils sont devenus. Il suffit de savoir ce qu'ils sont devenus, ces gens-là, avec leur famille, et vous verrez que loin est de là de dire qu'ils ont fait fortune. Bien loin de là, malheureusement, c'est plutôt la bascule dans l'autre sens. Donc, pour prendre l'exemple sur le porc, 2,40 €, ça va baisser, mais actuellement autour de 2,40 € le kilo. Il faut toujours parler avec un coût de production. Aujourd'hui, un éleveur de porc, si demain, moi, mon fils veut s'installer, j'y fournis un terrain, il monte un élevage de porc, donc les gars prétendent qu'il faut 150 truies naisseurs-engraisseurs pour une personne. Donc s'il n'a pas d'autonomie, qui ne fait pas ses céréales, qui fait que ses porcs, il va tourner autour d'1 million d'euros. Il va investir 1 million d'euros, qu'il va rembourser sur une vingtaine d'années. Si ça reste à 2,40 € comme c'est là aujourd'hui, avec les ratios économiques actuels, le prix des aliments et les charges actuelles de l'électricité, il va tourner grand max à 2 000 € par mois. Grand max. Mais on le sait qu'il ne fera pas, ces 2 000 € par mois. Pourquoi? Parce que premièrement, il ne va pas rester à 2,40 €. C'est les dents de scie. Deuxièmement, le prix de l'électricité, pour prendre que cet exemple, il va exploser. Donc, on sait qu'il ne tiendra pas. D'où ce que je vous ai dit, 80% des agriculteurs gagnent moins du SMIC brut, c'est-à-dire moins de 1 709 € aujourd'hui, je confirme. Parce que y a des années où il va prélever 1200, des années où il va prélever 800, des années où il va prélever 600, puis des années où il va peut-être prélever 1800 €, peut-être 2000, une année de temps en temps, exact.
Après, vous ferez la moyenne. Et il est engagé pour 20 ans. Il va construire un bâtiment sur un terrain donné, sur un lieu donné, qui a une valeur de 0. Parce qu'il est attaché à l'industriel, il aura un abattoir derrière, peu importe la coopérative qu'il aura. Vous pouvez monnayer des terres lorsque vous arrêtez, vous vendez vos terres. Vous avez du matériel agricole, certes il va perdre de la valeur, mais vous pouvez le vendre à qui vous voulez. Hein. Vous pouvez vendre du cheptel, mais un bâtiment qui est posé sur un sol, le jour où vous faites l'emprunt, vous vous attachez, vous, tout seul, directement avec l'industriel. Vous n'avez aucune prise sur le prix des parts fermes et vous allez rembourser le bâtiment, exemple là, 1 million d'euros, vous allez le rembourser pendant 20 ans, vous allez travailler que pour le rembourser. Et vous ne serez pas 20 ans sans réinvestir, parce qu'il y aura toujours des améliorations. Si ensuite, vous voulez plus d'autonomie, il faut à peu près 1 hectare par truie, il faudra 150 hectares de céréales pour monter la fabrication, et là, certes, vous aurez une marge légèrement meilleure, mais là, c'est 1 350 000 euros qu'il faut investir avec la fabrique d'aliments. Donc, vous voyez, pour info quand même, j'ai des jeunes qui font les saisons là, pendant les vacances, ils vont travailler dans des entreprises, ils font 35 heures, ils ont 1 820 euros net, sans aucune expérience. Je dis bien sans aucune expérience. Ils vont travailler dans des entreprises, donner des coups de main, chez des artisans, peu importe. 1 820 euros. Voilà, pour 35 heures du boulot, du lundi au vendredi soir. Là, vous allez investir 1 million d'euros dans un bâtiment de port, ou de volaille, peu importe. Mais là, j'ai pris l'exemple du port. Hein, vous allez le rembourser sur 20 ans. Les meilleures années, vous aurez 2 000 euros, mais vous allez tourner beaucoup autour de 1 000, 1 200, des fois 700. D'accord? Et vous allez être présent 7 jours sur 7. Et vous avez tous les risques qui vont avec. N'oubliez pas que vous n'avez pas l'assurance l'homme clé. Donc si vous êtes malade ou que vous devez vous faire opérer, va falloir mettre de votre poche de l'exploitation pour trouver quelqu'un pour vous remplacer. Donc vous voyez l'écart, qui peut se creuser dans la société par rapport à l'exemple de jeunes que je connais proches de chez moi, hein, qui ont été travailler en entreprise pendant les vacances, 1 820 euros net, et le gars là-dedans il est assuré. Si le patron il est prêt à le garder, à l'embaucher, il y a l'assurance maladie, il y a tout qui va avec. S'il est en arrêt maladie, il y a un autre qui vient le remplacer. Nous, en agriculture, on n'a rien de tout ça. Donc, c'était pour vous dire un peu les enjeux. Et pour moi, le piège, il est surtout lorsqu'on investit fortement sur des bâtiments en dur, sur des bâtiments agricoles, sur un lieu donné. Parce que ça, ce n'est pas monnayable. Et comme il n'y a pas de rentabilité dans nos outils, quand les gens veulent arrêter ou qu'il arrive à la retraite, le bâtiment, vous n'allez pas l'emmener en Belgique ni en Hollande, ni dans l'est de la France, ni dans le sud. Il est sur un lieu donné. Et il peut être repris que par des voisins ou par une installation. Voilà. Et comme dans le cadre de l'installation, la suite vous la connaissez, je viens de vous la dire, vous allez tourner, la plupart tournent autour de 1 200 euros, même si vous avez 1 400 pour 7 jours sur 7, vous voyez ce que ça peut donner? Le ratio de salaire par rapport aux capitaux engagés. Maintenant, deuxième thème, le canard. Alors le canard, on m'a envoyé des mails concernant le canard. Alors le canard, on nous dit, on nous parle du foie gras, on nous dit le problème, c'est les importations. Et on nous parle beaucoup de souveraineté. Alors dans la souveraineté, je vois des gens qui vont occuper les grandes surfaces. Est-ce que vous êtes au courant, par exemple, que la viande d'Amérique du Sud, qui est importée, il serait bien que les politiques s'inspirent de ça, c'est nos filiales à nous du groupe Avril, chapeauté par la FNSEA, qui nous renvoient à travers leur société, Mix Science notamment, qui sont en train de faire une alliance avec le groupe Salus au Brésil, qui sont dans la nutrition animale, l'alimentation du bétail, nous renvoient des animaux d'Amérique du Sud qui sont nourris avec des aliments du groupe Avril qui sont implantés en Amérique du Sud. Donc, parler de souveraineté, c'est bien. Montrer l'exemple, ça serait mieux. Nous faire croire qu'on veut revenir à du local et qu'on pense bien aux petits paysans et prendre en photo
l'agriculteur et l'afficher dans le Leclerc, le Super U, ou l'afficher avec monsieur, c'est qui le patron, pour donner quelques centimes au producteur, quelques centimes, qui rapportent surtout à celui qui a monté le business, pendant qu'il manque des dizaines de centimes aux producteurs, et que les producteurs, malheureusement, se suicident et abandonnent les exploitations, il faudrait peut-être arrêter le cinéma. Alors, deux exemples, deux derniers exemples très concrets. Le foie gras, Euralis, ils sont implantés en Bulgarie et au Canada. Donc le foie gras, il revient de ces pays-là, hein, et monsieur Yves Le Borne, il répond à ça. Nous avons évalué à 30% la baisse de production sur l'année liée à la crise sanitaire actuelle. Nous savons que les producteurs vont être contraints d'adopter de nouvelles conditions de production. Ils devront certainement baisser leur volume. L'enjeu majeur pour nous sera de revaloriser les prix pour qu'ils ne subissent pas une baisse de revenus. Nous nous y emploierons. Là, il nous prend pour des cons quand même, hein. Une baisse de revenus, il faut qu'il me fasse voir les revenus des producteurs. Il faut qu'il les fasse voir, les revenus, hein. Donc, ces gens-là, voilà, nous voulons créer un outil pour donner de la perspective à nos producteurs. Une seule entité assurera la transformation et la commercialisation des canards gras. Chaque coopérateur conservera son service technique auprès des éleveurs, évidemment. Nous produirons pour répondre à la demande du marché, hein. Directeur général d'Euralis, là, qui répond marché mondial, prendre des parts de marché mondial. Alors, ce cher monsieur, il est rémunéré sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé, c'est-à-dire que son salaire n'est pas aligné ni sur la Bulgarie, ni sur le Burkina Faso, ni le Burundi. Lui, il a un salaire convenable. Par contre, il met les paysans en compétition comme les GMS, exactement de la même façon. Sauf que c'est nos propres outils à nous, subventionnés avec des fonds publics. Et on a la même chose chez les négoces, en viticulture ou en coopérative. Quand vous savez que sur 44 millions d'hectolitres produits environ chaque année par la France, il y en a environ 40 millions d'hectolitres de commercialisés, parce qu'il y a toujours un peu de stock. 10% de la production cette année va partir en distillerie. 10%. Dont 50% sont des AOC. Et le verre de vin, suivant où vous prenez votre verre de vin, si c'est à Paris ou dans un restaurant en petite campagne, il va de 4 à 12 euros le verre. Et sur un verre de vin, vous savez que les gens qui vendent au négoce ou à la coopérative, vous savez combien il revient aux viticulteurs, aux producteurs viticulteurs? 7 centimes d'euros. Que le vin il soit vendu 6 euros le verre ou 8 euros le verre, il revient 7 centimes. Vous savez pourquoi? Parce que la viticulture, elle a subi et s'est fait égorger comme se sont fait égorger les producteurs de lait avec M. Bruno Le Maire, qui a donné nos références laitières et qui a sorti, tous nos politiques ont sorti des outils de régulation qu'on avait, des outils de régulation français et européens, tout ça aux ordres de Bruxelles. Et la viticulture, ils ont fait sauter les droits de plantation sous la présidence de M. Hollande et Stéphane Le Foll. Donc chaque année, il y a une augmentation de la production en Europe d'environ 1% en viticulture. Donc vous savez à quoi c'est destiné ça? L'augmentation des volumes, les gars, les gains de productivité qu'on fait dans les exploitations. À partir du moment, on n'est plus sur la base d'après-guerre, là, où il y avait des petites fermes avec 4-5 hectares. Là, il y avait besoin d'une évolution. Mais là, maintenant, depuis les années 80-90, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que les gains de productivité, ça détruit le travail. Ça détruit notre valeur ajoutée, ça détruit le travail. Ça n'a qu'un objectif, c'est de concentrer des modèles de production importants sur quelques têtes de travailleurs. Et du même coup, réduire le nombre de producteurs, et un nombre de producteurs réduit va se partager le gâteau de la PAC. Parce que moins vous êtes nombreux, plus vous aurez un gâteau important sur la PAC, par l'acquisition des terres, notamment. Mais cette augmentation de volume détruit la valorisation de l'agriculteur et détruit le salaire. Cette augmentation de la productivité et des volumes
par exploitation, par unité de travailleurs, consiste, c'est le modèle capitaliste, il est bien fait pour ça, consiste, dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, à conserver son salaire de 1000 ou 1200 euros, le conserver, avec un volume de travail et de production qui est multiplié en permanence, par 1,5 ou par 2. D'ailleurs, c'est dans les traités européens. Dans les traités européens, il y a un article, un traité européen qui précise que chaque année, écoutez bien, l'agriculture en Europe, chaque année, nous devrons faire des gains de productivité, d'année en année. Il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire que pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, chaque année, une vache doit produire plus, un hectare de terre doit produire plus, un verger doit produire plus, un horticulteur doit produire plus. Gain de productivité, à l'infini. Bah, rien que cet article-là déjà, celui qui a eu le cran de rédiger ça, c'est un assassinat de masse des agriculteurs en Europe. C'est vraiment un non-respect des gens qui travaillent la terre, qui entretiennent l'environnement gratuitement. Et ce schéma-là de productivité en permanence pour concentrer les outils, exploiter les gens, justement, ça détruit la nature. Parce que ça concentre des fermes géantes sur des petites surfaces. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut répartir les animaux sur les territoires, dans les régions où il n'y a plus d'élevage, il faut réintroduire de l'élevage. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et là, on concentre. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition des oligopoles, des multinationales de la transformation qui contrôlent l'agriculteur des pieds jusqu'à la tête dans nos filières et qui eux-mêmes sont en compétition avec les multinationales au nord de l'Europe qui sont, pour une partie, plus puissantes que les multinationales françaises. Donc il y a une compétition au niveau européen, à savoir celui qui aura l'entité la plus puissante au niveau de la coopération, au niveau de la branche lait, au niveau de la branche volaille, d'où ce bras de fer entre le milliardaire ukrainien de la volaille et le groupe LDC, tout ça sur le dos des vies humaines, des agriculteurs, de la nature et des consommateurs, des concitoyens qui payent. Parce que tout ce schéma-là, il est accompagné par la Banque publique d'investissement, c'est-à-dire vos impôts. Et vous payez tous des impôts, parce que vous payez tous des impôts indirects, via l'essence, via la TVA, etc. Donc tout le monde paye des impôts. Donc vos impôts aujourd'hui, ils servent à ça. Ils servent à financer un modèle qui détruit la paysannerie, qui détruit l'environnement, et ensuite on vous demande de payer pour réparer la qualité de l'eau, etc., etc. Donc c'est la double peine. Donc réveillez-vous, faites des commentaires, des solutions, il y en a. On n'avance pas vite, mais on avance. On est en train de mettre des choses en place. Merci de me soutenir, merci de nous rejoindre. Envoyez-moi des mails, le combat continue. À bientôt.